Le film est d'une certaine manière peut-être une sorte de portrait de moi, dans le sens où il raconte ma capacité d'affabulation par rapport au réel. Et voilà, très souvent je comprends les choses de travers et je me trompe complètement par rapport à mon regard sur le monde. Mais c'est pas grave, ce qui est important c'est de raconter des histoires, quoi. Il m'est arrivé un drôle de truc que je voudrais vous raconter. C'était bientôt l'été, j'avais vraiment besoin de voir la mer, alors j'ai pris ma voiture et j'ai roulé vers l'ouest. Camping du Lac, c'est un film que j'ai tourné à l'été 2022 en Bretagne. Et c'est un été, ça a été un été caniculaire, donc c'est un film dans lequel il fait chaud. C'est vraiment un film d'été. Et en me promenant dans le centre-Bretagne, j'ai trouvé des paysages, mais vraiment complètement fous. Des lacs très très beaux qui pouvaient faire penser au lac du Canada, au Grand Lac du Canada. Des chaos rocheux qui pouvaient faire penser plutôt à des paysages du sud-est asiatique. Des landes qui ressemblaient à l'Afrique. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, cette région, on peut faire un film qui se passe nulle part ou partout à la fois. Et c'est un endroit parfait pour tourner un conte. Et donc j'avais cette idée de conte philosophique autour d'une créature lacustre pour lequel je cherchais un endroit. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le tourner ici dans la région. Et ça s'est confirmé en fait quand, en cherchant un endroit pas vraiment pour me loger, au départ je cherchais des pêcheurs parce que je me disais bon bah je vais essayer de voir ce qu'il y a comme lac. Je me promenais autour des lacs du centre-Bretagne et je suis tombée sur le camping du Lac avec son bison, son indien, son troupeau de moutons qui se baladait en liberté et ses palmiers, et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cet endroit? Là, il y a le gérant du camping qui est arrivé et je lui ai dit, je cherche des pêcheurs et puis je suis en train d'écrire un film. Et il m'a dit, mais moi j'adore le cinéma, venez chez moi. Et puis en fait, très vite, j'ai rencontré les gens du camping, qui étaient des gens en fait qui vivaient là toute l'année dans des mobil-homes et qui avaient envie de faire du cinéma. Alors, c'était pas du tout leur métier, c'était beaucoup des retraités, pas que, mais la plupart. Et voilà, petit à petit, je me suis enracinée dans le camping du Lac et j'ai écrit le film avec eux. À la base, j'avais une nouvelle de Russell Banks que je voulais adapter au cinéma, mais qui se passe au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam en 1974. Et donc je me suis dit, bah, je vais tourner ça ici. Et puis en fait, il n'y avait pas du tout d'asiatique dans le coin. Donc j'ai transposé en fait mon histoire avec tout ce que je trouvais sur place. Et ce que je trouvais sur place, c'était plutôt des gens qui étaient liés à la Bretagne. Ce qu'il y avait comme religion, c'était pas des bouddhistes, c'était plutôt des catholiques. Et donc le saint local qui était lié à une histoire de poisson, c'était Saint-Corentin. Et j'ai demandé au prêtre de la paroisse de raconter l'histoire de Saint-Corentin pour le film. Et puis, il y a quelques acteurs dans le film, par exemple Étienne Sibéril, qui est un acteur de théâtre, Anna Turluche, qui est plutôt... elle n'est pas vraiment actrice, elle est plutôt animatrice de radio et chanteuse de cabaret. Mais elle avait comme ça un goût de la mise en scène. Donc j'ai travaillé avec eux. Mais j'ai travaillé aussi avec les gens qui vivaient à l'année dans le terrain de camping. Et je savais que ce n'étaient pas des acteurs professionnels, donc je n'allais pas pouvoir faire avec eux un travail de mise en scène.
parce que c'était pas un documentaire, hein, c'était une fiction, mais il fallait que je prenne de ce qui pouvait coller avec cette histoire de poisson. Et donc, par exemple, Joanne, qui est assez proche de la nature, qui fait sa lessive en cueillant le lierre qu'il y a sur les arbres. Bah, je l'ai filmée en train de cueillir le lierre qu'il y a sur les arbres. Elle fait des câlins aux arbres aussi. Elle dit qu'elle se ressource comme ça en enlaçant les arbres. Et donc elle a accepté que je la filme en train de le faire. Mais je leur ai pas fait faire des choses qu'ils font pas naturellement. Et j'ai filmé plutôt des gestes, des actions, que des dialogues, parce que essayer de faire dialoguer des non-acteurs, quand on n'a pas énormément de temps pour les former, souvent ça donne quelque chose qui est... Enfin, c'était pas le résultat que je cherchais, je voulais pas un film surjoué, à part dans la reconstitution de l'histoire de Saint-Corentin, où je voulais qu'on voit justement des gens en train de jouer une histoire, de faire ce qu'on appelle dans le jargon des arts plastiques un reenactment, c'est-à-dire rejouer les choses, une reconstitution en fait. À part ça, je voulais quand même qu'on gardait une certaine forme de réalisme et donc on ne voit pas des gens en train de mal jouer. Et du coup, les quelques acteurs professionnels que j'ai intégrés dans le film, je leur ai demandé de ne pas trop surjouer non plus et j'ai dû couper pas mal de passages où on voyait vraiment une performance d'acteur parce que je voulais que tout le monde soit traité au même niveau. Donc par exemple, il y a Jean-Benoît Hugeux qui fait la doublure visage d'un des personnages du camping qui est tatoueur et qui est quelqu'un qui est un petit peu en marge et qui est antisocial, on va dire, et qui n'avait pas envie qu'on voit son visage, mais qui était prêt à ce qu'on filme tout son univers, sa caravane, enfin son mobil-home, ses voitures de collection, son jet ski, son détecteur de métaux. Et donc Jean-Benoît est venu dans le terrain de camping avec nous le temps du tournage et il a passé une semaine avec cette personne pour s'imprégner un petit peu d'elle pour interpréter son rôle dans le film. Donc les gens donnaient, en fait toutes les personnes que j'ai rencontrées, je leur ai demandé qu'est-ce que tu es prêt toi à donner pour un film qui sera un film de fiction qui raconte une histoire de monstre du lac. Dans la nouvelle de Russell Banks, dont je me suis inspirée, qui s'appelle The Fish, il y a un poisson géant dans un lac, et puis d'un côté, il y a les militaires qui veulent absolument détruire ce poisson parce qu'il attire plein de bouddhistes, donc les militaires catholiques américains. Et puis de l'autre côté, il y a les bouddhistes qui pensent que ce poisson est une réincarnation du dieu de la peinture. Et en Bretagne, moi, ce que j'ai trouvé comme conte qui pouvait raconter les origines de ce poisson géant, c'est l'histoire de Saint-Corentin, qui a un compagnon qui est un poisson qui se régénère chaque jour. Et je me suis dit, tiens, bah, s'il se régénère chaque jour alors qu'on mange des petits morceaux de sa peau, c'est qu'il est immortel. Et quand il n'y a plus personne pour manger sa peau, ce qui est le cas depuis la mort de Saint-Corentin, ou en tout cas depuis que Saint-Corentin l'a relâché, et bah là, en 2022, il doit être vraiment géant, ce poisson. Voilà. Saint-Corentin a vécu au 5e siècle, après Jésus-Christ. Il était un ermite et vivait dans la nature. Dès tout petit, il avait le don de faire jaillir des sources. Et l'une de ces sources s'est transformée un jour en une fontaine dans laquelle vivait son compagnon, qui était, tenez-vous bien, un poisson. Alors moi, dans le synopsis, je m'appelle Éléonore
Mais en réalité, dans le film, à aucun moment, mon prénom n'est mentionné. Comme je parle à la première personne et je dis « je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée », on se doute assez rapidement que je suis le personnage principal et peut-être même que je suis la réalisatrice, en tout cas je suis la narratrice. J'ai un ton assez candide. Je suis un peu comme une sorte de Candide qui sort de son petit milieu parisien, citadin en tout cas, et qui arrive dans un milieu, dans la nature, et qui pétrit un peu d'illusions sur ce que c'est que la vie dans la nature. Et c'est un petit peu c'est un peu de moi. Mais en même temps, c'est pas le premier film que je fais dans la campagne française. J'ai fait un film qui s'appelait Les Malchanceux avec les joueurs de quilles du Nord-Pas-de-Calais dans la région de Montreuil-sur-Mer, où j'ai déjà été confrontée comme ça à ces villages où il n'y a plus de café, où il n'y a plus de vie collective en fait, il n'y a plus d'église. Donc les gens vont plus à la messe, mais comme il n'y a plus d'église, il n'y a plus de café sur la place de l'église et il n'y a plus d'endroit de quillier comme il y avait autrefois pour jouer aux quilles. Et le film s'ouvre sur cette phrase « Autrefois, quand on s'engueulait avec son voisin, on se retrouvait le dimanche au café, on buvait une bistouille, c'est la liqueur locale, et puis on se réconciliait. » Et en fait, maintenant, quand on s'engueule avec son voisin, c'est pour la vie, parce qu'il n'y a plus d'espace de dialogue possible. Et donc je filmais ces communautés rurales qui luttent pour recréer de la communauté, en fait, de la vie collective. C'est quoi? Ah, c'est le cœur! C'est ça. Cette expérience à Montreuil-sur-Mer, ça m'a donné envie de faire des films à la campagne. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours des films à la campagne, j'arrive pas à faire des films dans les villes. Donc ce personnage, c'est un petit peu moi. C'est un personnage qui est attiré par la campagne, par la nature, qui régulièrement a besoin d'aller vivre dans la nature. Moi, j'ai fait un DESS de cinéma documentaire à Lussas, en Ardèche, après avoir vécu toute mon enfance en ville. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé une sorte d'addiction à la nature, comme ça, quand ça fait 2 mois que je n'ai pas été dans la nature, je deviens folle et j'ai vraiment besoin de prendre l'air. Et donc le film commence comme ça, sur une sorte de pétage de plomb, où je prends ma voiture et je roule vers la mer, avec l'envie d'aller voir la mer. Donc ça, c'est très inspiré de moi-même. Voilà, c'est une sorte de double de moi, c'est moi, mais c'est pas vraiment moi. Parce que moi, dans la vie, j'ai un enfant, par exemple. L'enfant, en fait, dans le film, c'est pas l'enfant d'Anna. Anna, c'est une femme trans qui n'a pas d'enfant et qui voulait jouer le rôle d'une mère célibataire. Et donc, je lui ai prêté mon fils, que j'avais avec moi sur le tournage. Edgar Motte Saint-Aignan, donc c'est mon fils à moi, dans la vraie vie. Et donc, dans la vraie vie, je ne suis pas une personne seule, mais j'ai un sentiment de solitude très fort, et je pense que j'ai parlé d'une certaine manière de ça à travers ce film, et ce besoin de se couper du monde qui finalement se retourne en un besoin de s'entourer d'une communauté, de se recréer une famille, et avec des personnes dont on tombe amoureux, entre guillemets, et avec qui on n'a pas forcément d'affinité ni familiale, ni politique, mais où petit à petit, il y a une entraide.
La femme du numéro 7 élevait seule un enfant de 9 ans. Ils étaient arrivés un jour ici pour des vacances, et puis ils n'étaient jamais rentrés chez eux. Comme s'ils avaient été hypnotisés. Elle avait revendu son salon de beauté, et elle s'était mise à élever des volailles. Elle troquait volontiers ses œufs contre des petits travaux ou des babysitting. Mais il y a ce truc dans le terrain de camping d'entraide, en fait, où les gens échangent des services. Il y a un système de troc comme ça qui s'est mis en place dans ce terrain de camping et j'avais envie de filmer ça. Et c'est vrai que, comme dans le film, en fait, dans la vraie vie, à partir du moment où j'ai découvert le camping du lac, j'ai pu arrêter d'y aller, quoi. Dès que j'avais des vacances, je venais de Bruxelles à Corel, donc c'est le nom du village où est situé le camping du lac de Guerlédan, où on a tourné. Et voilà, ce film raconte ça, cette espèce de besoin d'être loin de la ville et aussi de s'entourer de personnes. Finalement, les gens qui vivent dans ce terrain de camping, c'est des gens qui ont un désir d'isolement et puis qui finalement se retrouvent à recréer une communauté entre eux. Comme les personnages du film, j'ai été comme hypnotisée par cet endroit et puis j'ai pu réussir à partir, quoi, jusqu'à voir un film. Et donc, ce qui est de moi aussi, c'est ce désir de fiction. Et donc je suis un personnage un peu... Je pense que j'ai un petit peu accentué ma naïveté dans mon personnage. Et on me dit, il y a un monstre dans le lac, et j'y crois. Et du coup, tout ce que je vois, j'essaye de le réinterpréter par rapport à cette histoire de monstre dans le lac. Par exemple, je vois quelqu'un qui tue un poulet en l'égorgeant, et je me dis, ah, c'est un sacrifice pour le monstre, sûrement. Je vois un feu d'artifice, et je me dis, ah, ça, c'est des gens qui n'aiment pas le poisson, qui veulent absolument le buter. Je vois un fest-noz avec des gens qui entrent en transe, comme ça, et je me dis, ils sont en train de faire c'est une secte et ils font la danse du poisson. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, comme je le dis au début du film, j'allais au camping avec mon parrain et ma marraine et que j'étais pas trop plage et que mon truc préféré, c'était de traîner dans les allées du camping et de regarder ce qui se passait dans les caravanes, et sous les hauts vents. J'aimais bien écouter un petit peu aux portes et aussi imaginer quelle était la vie des gens. Alors moi, c'était pendant les vacances, hein, mais j'imaginais quelle était leur vie quand ils rentraient chez eux et qu'ils étaient dans la ville en général, et quel métier ils faisaient, et quelles étaient leurs relations, etc. Et c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu... J'ai fait beaucoup de films en filmant mes voisins, simplement. J'ai ce côté un petit peu, comment on dit, un peu peeping Tom, un peu voyeuriste. Mais disons que oui, je m'inspire vraiment du réel et j'ai du mal à inventer des histoires de toutes pièces. Par contre, j'ai jamais aimé les Playmobil. Petite, j'ai les Barbie, les Playmobil, ça a jamais trop été mon truc. Je préférais les Lego, j'ai un côté mathématique dans la vie, j'aimais bien construire des objets. Mais oui, il y a ce désir effectivement d'affabulation. Quand j'étais enfant, j'allais souvent dans un terrain de camping. Je passais des heures à espionner les voisins. Ce que j'aurais voulu, c'est les avoir en figurines miniatures pour jouer avec à la maison. J'aurais adoré avoir leurs caravanes, leurs meubles et leurs accessoires, les mini barbecues, les mini pichets de vin. Lui, je l'avais, je me souviens. Dans Une fille de Ouessant, j'avais déjà utilisé ce procédé de la voix off, qui est en décalage avec les images, c'est-à-dire qu'on a des images d'archives et que moi je les commente en imaginant quelle aurait été ma vie si
si j'étais née à Ouessant et pas à Paris. Et là, j'ai voulu reprendre ce procédé, qui est un procédé en fait de détournement d'image, c'est-à-dire que j'ai été pendant longtemps prof d'art plastique dans des collèges. Et avec mes élèves, on travaillait à partir d'images silencieuses, d'images muettes, et je leur demandais, avec des micros, de faire le son, donc de faire des bruitages, mais aussi d'imaginer ce que racontaient les personnages. Et en fait, c'était un petit travail de détournement d'images. Donc, par exemple, je leur montrais, je sais pas moi, des images de Laurel et Hardy, et avec les commentaires, ils transformaient ça en pub pour de la lessive. Et en fait, je trouve que c'est très important d'apprendre aux jeunes gens comment, avec des images et des sons, on peut manipuler le réel, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus souvent utilisé dans les médias à mauvais escient. Et voilà, là j'ai essayé de le faire avec humour dans ce film, mais c'est quand même quelque chose qui m'importe profondément et que je trouve qui est très important. Ouessant, c'est l'île la plus à l'ouest, tout au bout de la pointe de la Bretagne. La dernière terre avant l'Amérique. Si j'avais vécu à cette époque, j'aurais sûrement été fille de pêcheur. J'aurais toujours été vêtue de noir, comme pour un deuil perpétuel. J'aurais passé la plupart de mon temps à filer la laine de mes moutons, en papotant avec mes copines, en attendant le retour des hommes partis en mer. Je me serais appelée Barba. Dans la nouvelle de Russell Banks, le lac se vide à cause de la cupidité des hommes qui pensent que l'eau du lac est sacrée et puis qui la vendent, et qui la vendent très très cher, et donc qui la mettent dans des fioles pour l'emmener à l'étranger et la vendre à l'étranger. Et donc j'ai repris cette histoire-là et je voulais que le niveau du lac se vide. Et je me demandais, mais comment je vais faire ça pour la scène finale? Et donc j'avais fabriqué cette immense marionnette et je pensais la filmer sur un fond vert et incruster des images de la vidange du lac. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lac de Guerlédan, c'est un lac qui est artificiel. Donc il y a un barrage et autrefois, régulièrement, pour vérifier l'état du barrage, on vidait le lac. Et donc ça donnait des paysages assez dingues avec des maisons qui ressortaient au fond du lac, des arbres, etc. Et les gens venaient filmer, et il y a beaucoup d'images d'archives de ce fond de lac. Et donc je pensais incruster mon poisson sur ces images d'archives de la vidange du lac. Mais maintenant ça se fait plus, la vidange du lac, donc j'étais bien embêtée, je me disais mais comment je vais faire? Et en fait ce qui s'est passé, c'est que cet été-là, il y a eu une canicule historique. Et que pendant qu'on tournait toute la première partie du film, où il ne se passe pas grand-chose, et où on était dans les décors du centre Bretagne et dans le camping, il y avait le lac qui était là à côté, et puis tous les jours, on allait se dégourdir les jambes un petit peu après le tournage au bord du lac, et puis on voyait que le niveau du lac baissait. Et finalement, j'ai pas eu besoin d'utiliser d'images d'archives pour la scène finale du film, parce que le lac s'était évaporé avec la canicule, et on a dû simplement attendre le mois d'octobre, qui est le mois où le niveau du lac est le plus bas, et revenir avec ma marionnette dans le décor même où on avait tourné des scènes, et où le niveau de l'eau avait été descendu de plusieurs mètres pour tourner cette scène finale, quoi. Et puis, un matin d'automne, on se rendit compte que le lac n'était plus qu'une grande flaque d'eau boueuse.
mètres. Ouais. Incroyable, hein. Il y a un poisson-chat. Ouais. Et si on le poussait comme ça? La marionnette, c'est moi qui l'ai conçue. C'est-à-dire que je l'ai dessinée et puis que moi je fais de la sculpture, donc j'avais fait une maquette en céramique. Mais après, je l'ai confiée à un duo de marionnettistes, et notamment à une marionnettiste qui s'appelle Sophie Coeffic, qui l'a fabriquée. Avec son associé qui s'appelle Romain Duverne. Et donc c'est à eux que je dois cet magnifique objet, qui est donc une marionnette géante qui fait 6 mètres de long. Et dedans, il y a 2 marionnettistes qui l'actionnent de l'intérieur, donc eux deux. Et puis le fils de Romain aussi qui était là. Donc c'était vraiment le maximum. Il pouvait rentrer à 2 adultes plus un enfant à l'intérieur. Donc il y a une grande structure en bois. Et puis l'œil, l'ouïe et la nageoire et la queue sont amovibles. Et il l'actionnait de l'intérieur. Et puis au niveau de l'image de l'image du poisson, je voulais quelque chose. Je voulais que le poisson, on le trouve quand même plutôt sympathique. En même temps, je voulais qu'il soit proche d'un silure, puisqu'il y a l'idée qu'on peut se dire, bon, en fait, c'était effectivement juste un bête silure, mais immense. Mais un silure, c'est vraiment dégueulasse comme bête. C'est pas beau, c'est un gros ventre blanc et rose, et puis ça a des tout petits yeux, et ça a des moustaches, ça c'est assez rigolo. Donc j'ai gardé les moustaches qui font un peu poisson-chat, et le corps du silure, mais on lui a fait une queue de je sais plus quoi, et surtout une tête de mérou. Et ça c'est drôle parce que le mérou c'est un poisson qu'on trouve seulement dans les eaux, dans la mer. Donc c'est impossible qu'il y ait un mérou dans un lac. Et le mérou, il a ses grands yeux, cette grande bouche qui le rendent plutôt sympathique. Ça c'est mon petit côté Disney, je sais pas, j'avais envie qu'il soit un peu attendrissant quand même, qu'on puisse un peu s'identifier à lui. Et puis surtout, j'avais pas envie que ce soit trop réaliste non plus et que ce soit une espèce identifiable. Donc voilà, c'est un mix de mérou et de silure. Le poisson de Saint-Corentin, par contre, c'est un vrai poisson. Et en fait, il y a eu un miracle sur ce tournage, qui est que, bon, moi je pensais tourner toujours avec des petits moyens, hein. C'est vraiment j'aime bien utiliser des effets spéciaux dignes de Méliès ou vraiment des origines du cinéma. Donc c'est pour ça que le gros poisson de la fin, c'est une sorte d'animatronics, mais même sans moteur, c'est juste 2 personnes dedans. Mais le petit poisson de Saint-Corentin, c'est un vrai poisson. Et ce que je voulais faire, c'était que Saint-Corentin le jette dans l'eau. Et en fait, remettre au montage l'image à l'envers de manière à ce que le poisson ait l'air de lui sauter dans les mains. Et en fait, il s'est passé quelque chose de vraiment miraculeux. Je pense que ce poisson était un poisson miraculeux. C'est-à-dire que l'acteur a mis sa main dans l'eau et que le poisson est venu 2 fois de suite en plus pour nous laisser faire 2 prises, est venu se blottir dans la main d'Étienne Sibéril, qui lui-même en revenait pas. Et le chef-op d'ailleurs a raté une des prises tellement c'était complètement improbable que ça arrive en vrai. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas dû mettre l'image à l'envers pour cette scène-là. C'était un vrai poisson. Et je pense qu'en réalité, l'eau était un peu froide pour lui et qu'il avait besoin de retrouver la chaleur des mains de mon acteur. Remember the song we did? Got a feeling called the blues all